On a voulu organiser les JPCI parce que pour nous, le patrimoine culturel immatériel est quelque chose d'extrêmement important. C'est vrai qu'à Mélis, on se concentre beaucoup sur le patrimoine naturel à travers les plantes médicinales, la pharmacopée, hein, c'est un peu notre cœur de passion. Mais évidemment, eh bien, ces patrimoines naturels et culturels sont intimement reliés. Lors de la matinée d'ouverture, on a tenu d'abord à ce que l'association La Sautet, qui avait porté la deuxième édition des Journées en Martinique, puisse prendre la parole, restituer ces deuxièmes journées. Et puis c'était aussi une façon d'expliquer au public présent en quoi consistaient eh bien, des journées du patrimoine culturel immatériel. Ça va faire la troisième fois pour certains où on se rencontre et les choses semblent évoluer, peut-être pas aussi vite qu'on souhaite. Un certain nombre de lionnages, comme on dit chez nous, donc de partenariats qui se sont développés, par exemple nous avec Marie Galante, aujourd'hui, et puis se rendre compte qu'on partage les mêmes socles de valeurs. Quelles que soient les choses que nous faisons et les supports de nos traditions. Et c'est ce qui est formidable, c'est surtout l'espace humain, la psychologie, la sociologie de nous-mêmes que nous apprenons doucement. Souvent, il faut chacun porter nos pierres à l'édifice. Si tout le monde met quelque chose dans le panier, il y a de quoi partager. Et je crois que tous ici, nous sommes un petit peu dans cet état d'esprit, c'est que chacun on porte quelque chose dans le panier et si c'est à manger, on aura un super festin. On a voulu élargir le propos en lien avec toutes les autres formes d'usage du végétal, l'artisanat, la construction traditionnelle, l'agriculture traditionnelle. L'opportunité a été donnée donc à Carisco d'intervenir et à moi-même d'intervenir sur l'héritage au niveau de la Kanawa. Bon, certes la notion de charpente, donc de charpentier de marine traditionnel. Nous œuvrons à la fois dans cette réappropriation de ce patrimoine immatériel et matériel, sachant que les deux sont fondamentaux, c'est comme main droite et main gauche. Moi, ce qui m'a nourri et ce qui me nourrit, c'est le vivant du sacré non sanctuarisé. Et pour moi, ce patrimoine culturel immatériel est sacré, parce que c'est comme si c'était ton esprit, quoi. Et donc ce n'est pas quelque chose qui est en dehors de toi. Et donc te ressourcer dans ton esprit un peu comme des enfants qui voient une source. Donc pour moi, l'esprit, c'est une rivière, c'est une source. Et donc on se retrouve tous à se baigner dans cette rivière. Donc ça, c'est quelque chose de fabuleux pour moi. Étant Bushinengue, on est issu de ces communautés orales. Du coup, c'est des choses qui tendent à se perdre parce que nous ne gardons pas forcément des traces écrites de ce qu'ils avaient en tant que savoir ancestral. Et lors de ces rencontres avec les diverses personnes, même les personnes qui venaient pour écouter, c'est une forme de transmission qui se faisait, qui permettait à tout à chacun de partager nos connaissances et de pouvoir garder en mémoire certaines parties de ces patrimoine immatériel. Ce qu'on a voulu faire vraiment, c'est permettre à des acteurs du patrimoine de se rencontrer et des acteurs divers. Des praticiens, des artisans, des gens qui sont sur le terrain, des porteurs de savoir dans leurs domaines respectifs et également eh bien, des chercheurs, des personnes du monde administratif, des institutions qui travaillent en lien avec le patrimoine. Je ne me présente pas comme un spécialiste du patrimoine culturel immatériel, mais vraiment comme un opérateur qui va faire le lien avec les porteurs de projets et qui, eux, ont souvent cette connaissance et ce savoir-faire. Donc l'idée, c'était vraiment, à travers ces tables rondes, de présenter un peu la politique culturelle de la DAC Martinique s'agissant du patrimoine culturel immatériel, mais surtout d'être à l'écoute de ces porteurs de savoir aussi marqués, et ça c'est intéressant à voir, cette intergénérationnalité, ces étudiants en patrimoine qui étaient très présents. En off, des anecdotes se racontent. On se rend compte que parfois on partage le même patrimoine. On partage les mêmes connaissances. Dans les différents échanges qu'on a pu recueillir, on voit qu'il y a pas mal d'hybridation, il y a pas mal de métissage qui se fait autour de ces patrimoines immatériels. Il y a eu une conférence inaugurale donnée par Guillaume Audon au sujet du patrimoine bioculturel et notamment des paysages bioculturels. Et puis ensuite, on a voulu faire un cadrage un peu réglementaire, juridique, de ce qu'est le PCI, de façon
avant de rentrer dans des ateliers un peu plus précis, eh bien de contextualiser, de permettre à chacun de comprendre ce qu'on appelle patrimoine culturel immatériel. Nous avons eu des ateliers de manière à ce que les gens puissent, de manière plus illustrative ou je dirais plus ludique, de comprendre un certain nombre de ces PCI. Il y a eu des démonstrations par rapport à certaines créations. Pour en citer un, il y a une de Guadeloupe qui est venue parler de ses créations à partir de végétales. Je mixe bananes, calebasse pour créer soit des sacs, soit des luminaires. J'utilise aussi la fibre de la noix de coco. Ça fait très longtemps que je souhaitais venir en Guyane pour rencontrer les Amérindiens afin d'échanger avec eux justement sur la vannerie, la broderie de perles, les techniques pour travailler les plumes. On est dans l'économie sociale. Il faut qu'on puisse trouver, en attendant de résoudre ou bien de créer ou bien de trouver des ingénieurs qui puissent recréer ces machines pour qu'on puisse les utiliser. Donc on utilise le système D. Il y a eu aussi un marché artisanal avec des différents artisans. Nous avions eu des vanniers, nous avons eu un thérapeute de bien-être, nous avons eu le Pangui, une brodeuse Saramaka qui est venue montrer ses œuvres et développer tout le symbolique qu'il y a derrière tout ça. Aujourd'hui, on a parlé des bains à partir des plantes médicinales. Et le bois d'Inde, c'est une plante médicinale, plante à parfum et plante épice. Donc, on a parlé aussi du bois, l'utilisation dans la charpente. Et le bois d'Inde aussi est utilisé dans la charpente. Donc, en fin de compte, avec cet arbre même, on pouvait parler de pas mal de sujets. Et le bois d'Inde, je l'utilise beaucoup pour... ça fait partie de l'histoire ancienne où on utilise les feuilles de bois d'Inde écrasées pour prendre des bains. Et on parle de bains réénergisants. Aujourd'hui, on parle beaucoup de bien-être et de bains pour se requinquer. Et le bois d'Inde fait partie des plantes qui sont utilisées pour vraiment récupérer son énergie, quoi. Nous avons aussi eu un échange par rapport aux plantes médicinales amérindiennes. Là, elle a pu montrer comment reconnaître les plantes médicinales, elle a raconté certaines anecdotes par rapport à ces plantes-là entre ses anciens et elle, comment elle pourrait montrer aux jeunes qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et en tant que peuple Kalinia, puisque nous avons des plantes, comme ils ont parlé des bains marées, donc chez nous c'est des bains qu'on prend spirituellement. Ça vous donne de l'énergie. Et l'énergie, pour nous, c'est dans l'air. Dans les pauses déjeuner, nous avons pu découvrir aussi tout ce qui est patrimoine gastronomique. Là aussi, c'est une forme de PCI parce qu'il y a tout un savoir-faire derrière. Du coup, avec ces journées du patrimoine, on pourrait même dire qu'il y a eu une découverte des 5 sens. On respire, on voit, on entend, on mange, on vit de ce patrimoine immatériel. Et sans lui, pour moi, la vie, elle serait fade. Et les générations futures, elles ont le droit de connaître ces choses, des odeurs, des recettes, des façons de faire, pour aussi faciliter, parce que ce n'est pas juste respirer quelque chose, c'est aussi faciliter notre vie de tous les jours, parce que ce sont des apports très importants. Je suis épatée, je dirais. Pas marquée, mais épatée, parce que ça donne envie de connaître, d'apprendre, et quitte à voir aussi comment nous on fait. Et on voit qu'on est différents, on a des noms différents, mais on fait presque les mêmes choses, tout en étant loin, alors c'est très agréable. C'est comme si on était des frères et sœurs, pourtant on ne se connaissait pas. Donc je me suis sentie dans la famille, quoi, guyanaise. Il y a des pans, il y a des aspects du patrimoine culturel immatériel qui sont en danger, d'autres au contraire qui se portent bien. En Guyane, il faut quand même admettre que un certain nombre de connaissances dites traditionnelles se maintiennent, se transmettent, se perpétuent. Donc souvent on parle des langues, de certaines langues qui sont en danger. Moi, dans mon domaine qui est l'ethnobotanique, je me rends compte qu'effectivement au sein de certaines populations, il y a des savoirs qui tendent à se perdre ou en tout cas à tomber un peu dans l'oubli. Mais heureusement, d'autres émergent, d'autres
arrive avec notamment les personnes qui sont migrantes. Et donc tout ça fait qu'au final, eh bien, on a quand même un maintien global de connaissances et d'usage des plantes médicinales qui demeure relativement important en Guyane. J'ai insisté sur les liens historiques, préhistoriques qu'il y avait entre la Guyane, les Guyanes et les Antilles. Ils ont peuplé donc ces îles, ils ont créé donc la civilisation arawak insulaire. Donc quand on regarde bien notre passé, on ne peut s'empêcher d'examiner cet héritage qui nous vient de l'Amazonie et des Guyanes. De réévaluer le patrimoine immatériel que nous avons en commun et de voir comment on peut non seulement le conserver, mais le développer. Bien sûr, dans la modernité. Certaines choses qui ont disparu d'un côté existent toujours de l'autre, donc peuvent réapparaître. On sait que plus on est riche de combinaisons possibles, mieux ça vaut pour notre avenir. Où allons-nous? Comment nous nous projetons vers l'avenir? Et c'est une question politique. Il s'agit d'aboutir à des mécanismes de transmission, de transformation pour toucher le maximum d'individus. Or, la manipulation de ces mécanismes-là est de l'ordre du politique, c'est-à-dire la politique publique. On est tous très fiers d'avoir pu organiser ça ici en Guyane et puis d'avoir donné la parole à des personnes qui parfois ne l'ont pas suffisamment. Je pense notamment à certains porteurs de savoir qui ont des connaissances énormes mais qui agissent dans l'ombre. Là, on les a mis sur le devant de la scène et on leur a permis de s'exprimer avec d'autres professionnels. Donc, très beau souvenir. On a des patrimoines, mais qui s'englobent dans un patrimoine. C'est-à-dire que parfois, les patrimoines se croisent, on se retrouve dans le patrimoine de l'autre. C'est important que les jeunes se rendent compte de la richesse qu'ils ont à travers ces patrimoines immatériels. Souvent, quand on entend patrimoine, on entend le patrimoine bâti, on n'entend pas beaucoup le patrimoine naturel aussi. Ce sont diverses parties d'un seul patrimoine humanitaire qui est essentiel et qu'on doit continuer à valoriser, continuer à vulgariser. Il faut que chacun continue à parler aux plus petits de leur richesse. Donc ce patrimoine immatériel, il est temps qu'on reconnaisse sa richesse et qu'on le mette à un piédestal qu'il mérite.